Salut les gars, je m'appelle Chiara. Je suis en seconde. Je vais à une école privée. J'ai reçu une bourse car mes notes sont vraiment bonnes. Mon père ne paie donc que la moitié des frais de scolarité, mais il ne m'a pas dit une seule fois merci pour ça. Quand ma mère a su que j'avais gagné la bourse, elle a marmonné un « bon travail », indifférent. Je peux imaginer leur réaction si c'était ma sœur qui avait gagné la bourse. Je suis sûre qu'ils auraient fait une fête et lui auraient acheté plein de cadeaux. Dès qu'ils en auraient entendu parler, ils auraient dit à tous ceux qu'ils connaissent à quel point leur petite princesse est intelligente et a du succès. Ils ont du mal à me féliciter, mais si c'était ma sœur, ils commenceraient à l'aimer encore plus. Je ne sais pas comment c'est possible, mais mes parents aiment ma sœur plus qu'ils ne m'aiment moi. Ma sœur a 5 ans de moins que moi. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue. Mon père m'avait emmenée à l'hôpital. Ma sœur était sur la poitrine de ma mère. Ils me l'ont donnée. Je suis tombée amoureuse d'elle dès que j'ai vu son petit visage rose. « Bonjour toi, je m'appelle Chiara. Je suis ta grande sœur », lui ai-je dit. Au début, on avait une excellente relation. En fait, c'est resté ainsi pendant longtemps. Malheureusement, j'ai commencé à m'éloigner d'elle à cause du comportement de mes parents. Est-ce sa faute, vous pourriez demander. Au début, je ne le pensais pas ça. C'était un bébé et bien sûr, elle avait besoin de plus d'attention. Mais les choses n'ont pas changé quand elle a grandi. Ils ont continué à la couvrir d'attention. Elle a presque 11 ans maintenant. Pourquoi devrait-elle être traitée différemment? Combien de temps dois-je attendre avant d'être traitée de la même manière? Je ne pense pas que c'est à cause de son âge. Mes parents l'aiment plus pour une raison quelconque. Je ne peux pas dire qu'ils ne m'aiment pas du tout. Je ne suis pas sûre à propos de ma mère, mais je sais que mon père m'aime. Il est évident que leur amour pour ma sœur est beaucoup plus grand. Je le vois clairement tous les jours et ça me rend folle. Quand je suis malade, ma mère me donne des médicaments et c'est tout. Elle ne me demande pas comment je vais le lendemain. J'ai été très malade l'hiver dernier pendant l'épidémie de grippe. Je n'ai pas pu sortir du lit pendant 10 jours. Au bout de 3 jours, ma mère a dit « Tu es toujours malade ?» et s'est mise en colère contre moi car je n'allais pas mieux. Elle a même suggéré que je faisais semblant pour ne pas aller à l'école, même si j'avais de la fièvre. Mais vous devriez la voir quand ma sœur a été malade. Elle prend tellement bien soin d'elle. Elle envoie mon père chercher des médicaments en pleine nuit. Elle reste toujours à ses côtés. Quand on est malade, elle nous traite si différemment qu'il faudrait être stupide pour ne pas remarquer la différence. Je pense que ma sœur en est consciente aussi. Mais elle ne dit rien, car ça lui convient. Cette garde-robe est une preuve de plus que maman aime plus ma sœur. C'est la chambre de ma sœur. Et voici ses vêtements. Elle en a tellement qu'ils tiennent à peine dans l'armoire. Dès qu'elle en a l'occasion, ma mère emmène ma sœur faire du shopping. Elle lui achète tout ce qu'elle veut. Si vous disiez quelque chose, elle dirait que ma sœur en a vraiment besoin. Je ne me souviens pas d'avoir fait du shopping comme ça quand j'avais son âge. Bon, mon père a eu une promotion et son salaire a augmenté. Mais on n'était pas pauvres quand j'étais plus jeune. Pourtant, tous mes vêtements étaient les vieux habits de mes cousines. De toute façon, je n'ai jamais vraiment été intéressée par la mode. J'aime acheter des choses quand j'en ai vraiment besoin. Mais si je disais à ma mère que j'ai besoin d'une veste, elle me rendrait la tâche difficile. « Va demander à ton père », dirait-elle. Elle sait que mon père me dira d'acheter tout ce que je veux. Mais elle le fait quand même pour me compliquer la vie. Pourquoi une mère qui est si généreuse avec sa fille cadette agirait-elle différemment avec sa fille aînée? La réponse est bien sûr qu'elle aime plus sa fille cadette. Au moins, mon père ne me fait pas ressentir ça quand les choses sont normales. Cependant, lorsqu'il y a des tensions entre nous, il ne me traite pas aussi gentiment que ma sœur. Une fois, alors que j'entrais dans la maison, j'ai fait tomber mon téléphone par terre et l'écran s'est brisé. Ce n'était pas juste une fissure, il était carrément inutilisable. Alors j'ai dû le dire à mon père. Quand je lui ai dit comment c'était arrivé, il s'est énervé. Pourquoi tenais-je mon téléphone quand j'ai ouvert la porte? Combien de fois devait-il payer pour des réparations? Je me comportais comme une enfant ne prenant pas soin de mon téléphone. Il a dit « Économise sur ton argent de poche et répare-le ». Et c'était tout. Si je devais payer, pourquoi aurais-je besoin d'un sermon? Le lendemain, ma sœur a également cassé l'écran de son téléphone. Je suis sûre que vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Mon père a juste dit « Chérie, tu dois être plus prudente ». Et c'est tout. Il a pris le téléphone avec lui et l'a ramené avec un écran tout neuf. La seule explication à cela est qu'ils aiment ma sœur plus qu'ils ne m'aiment moi.
J'ai décidé de parler à ma mère après qu'une série de choses similaires se soient produites. J'ai pensé à ce que je lui dirais pendant des jours car c'était très important pour moi. J'ai noté mentalement tout ce que j'allais dire. Je me suis même entraînée devant le miroir. Mais ma mère m'a fait taire après la première phrase. Tout ce que je voulais, c'était lui dire ce que je pensais en lui donnant des exemples de ce qui s'était passé. Même si rien ne changeait, je voulais comprendre pourquoi ils agissaient ainsi. Mais ma mère s'est mise en colère contre moi. Elle a dit quelque chose comme « C'est une enfant. Tu es presque adulte. Tu n'as pas honte de te comparer à une petite fille. » Quand elle a dit ça, j'ai perdu mon calme. D'abord, j'ai commencé à pleurer, puis je me suis mise à crier de façon incontrôlable. On a eu une énorme dispute. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à mon père, mais il est venu plus tard et m'a crié dessus. C'est une autre chose qui me dérange. Ils n'osent jamais le ton avec leur petite princesse, mais avec moi, ils disent des choses blessantes chaque fois qu'on se dispute. Il me faut des jours pour m'en remettre. Cette dispute était celle de trop pour moi. J'en avais assez d'être traitée ainsi. S'ils ne se souciaient pas de moi, alors je sortirais de leur vie pour de bon. J'ai donc décidé de fuguer. Mais qu'est-ce que cela signifiait de fuguer? Je n'avais jamais pensé à ça avant. Allais-je dormir dans la rue? Devrais-je aller chez un ami? Les parents de mon ami ne se méfieraient-ils pas? Était-il préférable de rester chez un proche qui n'alerterait pas mes parents? Devrais-je prendre des vêtements? Si oui, combien devrais-je en prendre? Allais-je partir et ne jamais revenir? Pouvais-je sécher les cours quelques jours ou ne retournerais-je jamais à l'école de toute façon? Allais-je décrocher si ma mère ou mon père m'appelaient? Devrais-je laisser un mot avant de partir? Qu'allais-je faire si mes parents le disaient à la police? Est-ce qu'ils me feraient rentrer chez moi car je n'ai pas encore 18 ans? Le pire, c'est que je n'avais que mon argent de poche hebdomadaire et j'en avais déjà dépensé la moitié. Comment allais-je vivre sans argent? Pourrais-je trouver un emploi? Quel type de boulot pourrais-je faire? J'avais des millions de questions en tête quand j'ai décidé de fuguer. Je ne pensais pas que ce serait si compliqué avant. J'ai réalisé que si je restais bloquée sur les petits détails, je ne pourrais jamais partir. Est-ce que ça marcherait si je fuguais juste quelques jours? Ce n'est pas comme si je voulais grand-chose. Ça me suffirait si ma fugue faisait comprendre à mes parents à quel point je me sentais mal. Je voulais juste qu'ils m'écoutent, qu'ils comprennent qu'il y avait un problème. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de les inquiéter pour qu'ils comprennent. 1 heure après m'être décidée, j'étais dans la rue avec un énorme sac. Je n'en avais pas besoin, mais je ne voulais pas que mes parents comprennent mon plan. Si notre fille a emporté autant de vêtements avec elle, ça veut dire qu'elle a dû partir pour de bon. Je voulais juste qu'ils pensent ça pour l'instant. Au fait, j'avais changé d'avis pendant que j'écrivais mon mot d'adieu. J'allais partir juste pour une nuit au lieu de quelques jours. Je pense que c'était assez de temps pour attirer leur attention. Faire traîner les choses ne servait à rien. Je suis allée à la gare avec cette idée en tête. Les trains arrivent et partent tout le temps. Personne ne soupçonne une fille assise avec une valise. J'ai éteint mon portable pour que mes parents ne puissent pas me joindre. J'espérais qu'ils passeraient toute la nuit au poste de police, les suppliant de me trouver. En attendant, tout ce que j'allais faire était lire un livre à la gare. Le matin, j'allais passer devant la police pour qu'ils puissent m'identifier facilement. « Bonjour, peut-on voir votre carte d'identité ? On recherche une fille qui a fugué. L'ensemble des forces de police est en état d'alerte. Vous lui ressemblez. Oh non, vous m'avez trouvé. S'il vous plaît, ramenez-moi chez moi. » Je me suis mise à imaginer nos retrouvailles. Ça allait être très émouvant à nous prendre dans les bras les uns des autres, tous les trois. J'espérais qu'il n'amènerait pas ma sœur. Contrairement à mes fantasmes, mon plan de génie a duré 3 heures. J'étais allée à la gare en Uber. Vous savez tous combien c'est pratique. Mais j'ai utilisé le compte Uber de mon père car je n'avais pas ma propre carte bancaire. Quand mes parents ont trouvé ma note disant « Je ne veux plus vivre dans cette maison. J'espère que vous serez heureux avec votre petite princesse », ils ont paniqué. Mais en regardant l'historique de son compte Uber, mon père a vu où j'étais allée. Ils pensaient que j'allais quitter la ville en train, alors ils se sont précipités à la gare. Je n'avais pas l'intention de partir, alors j'ai juste traîné là-bas. J'étais assise sur un banc à manger le sandwich que j'avais préparé à la maison. Quand ils m'ont trouvée, nous avons eu un petit moment de retrouvailles. Ils n'étaient pas fâchés contre moi. On a parlé sur le retour et des heures après. Je ne sais pas s'ils étaient honnêtes,
mais il n'arrêtait pas de dire qu'il me comprenait et qu'il serait plus attentif dorénavant. Mais est-ce que je les crois? Salut les gars, je suis Dylan et j'ai 16 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait une grosse erreur. Vous pourrez apprendre de mon histoire pour ne pas avoir de regrets, comme moi. Cyril est mon meilleur ami. On est très proches et il est vraiment super important pour moi. Nos parents étaient voisins. On a joué dans la même cour, on est allé à la même école primaire. On s'est battu avec d'autres gamins, on s'est protégés, on est tombé de nos vélos, on s'est blessés, on a pleuré, ri. On a grandi comme des frères. On peut parler de tout, nos problèmes familiaux, les filles qu'on aime, les secrets jamais partagés avec quiconque. Parfois, on reste assis l'un à côté de l'autre, en silence, parce qu'on peut se comprendre sans parler. C'est mon seul véritable ami. Mais j'ai fait quelque chose qui l'a gravement blessé. C'était il y a 2 ans. Cyril m'a parlé d'une fille qu'il venait juste de rencontrer. Il était si heureux. Il m'a dit combien elle était belle et attentionnée. Je crois que je craque pour elle, m'a-t-il dit. Alors je lui ai dit, mec, vas-y, fonce, il suffit de suivre ton cœur. Ils se sont mis en couple quelques jours plus tard. Elle s'appelait Axel. Bien sûr, il voulait présenter son meilleur ami à sa nouvelle petite amie. On a décidé de se rencontrer dans un café le lendemain. Quand je suis arrivé, aucun des deux n'était arrivé. Je me suis assis pour les attendre. La fille à la table d'à côté a attiré mon attention. Elle était si séduisante. Elle jouait avec son téléphone et me regardait de temps en temps. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. Je me suis dit, comment puis-je l'aborder? À ce moment-là, elle m'a souri. Était-il possible que je lui plaise aussi? J'étais sur le point d'aller l'aborder quand Cyril est arrivé. Elle s'est levée quand elle l'a vu. Il s'est approché d'elle et l'a embrassée. Et ils sont venus vers moi. Elle a dit « Salut Dylan, je suis Axel » et a voulu me serrer la main. J'étais tellement déçu. Visiblement, elle était en avance, comme moi. Elle me regardait et se demandait « Est-ce que c'est Dylan ?» Je me sentais mal, mais comment aurais-je pu savoir que c'était la copine de Cyril? On s'est assis et on a commencé à discuter. Cyril lui racontait certains de nos souvenirs drôles, et elle rigolait. J'ai réalisé que j'étais en quelque sorte en admiration face à son rire. J'ai immédiatement détourné le regard et essayé de ne pas y penser. Ce jour-là a été très difficile pour moi. Elle m'a tellement charmé que j'ai rêvé d'elle. Dans mon rêve, on était assis quelque part en hauteur et on regardait le coucher du soleil. C'était tellement cliché. Il y avait une légère brise et elle me regardait avec son beau sourire. Je ne me souviens pas du reste. J'étais très en colère contre moi-même le matin. Comment pouvais-je rêver de la copine de mon meilleur ami ainsi? Bien sûr, je ne pouvais pas contrôler mes rêves, mais je pouvais contrôler ce qui se passait dans ma vie. Axel était la petite amie de Cyril et allait le rester. Cyril et Axel passaient beaucoup de temps ensemble. Parfois, nous traînions tous ensemble. Je ne voulais pas vraiment être avec Axel, car j'étais subjugué par tout ce qu'elle faisait. Comme la façon dont elle riait la tête en arrière ou touchait mon bras en me parlant. La façon dont son sourcil se levait quand elle se mettait en colère. J'aimais tout ce qui la concernait et ça me faisait me sentir mal. J'ai commencé à les éviter car je ne voulais pas tomber amoureux d'elles. Mais ils s'énervaient contre moi car je ne passais pas de temps avec eux. Une nuit, on a sonné à la porte. C'était Cyril. Je ne l'ai jamais vu si malheureux. Il ne pouvait même pas parler. Quelque chose est-il arrivé à tes parents? Ai-je demandé avec anxiété. Il a essayé de ne pas pleurer. Axel et moi avons rompu, a-t-il dit. J'ai détourné la tête pour essayer de cacher le sourire involontaire sur mon visage. Oui, malheureusement, j'étais heureux. Apparemment, Axel lui a dit qu'elle voulait parler. Elle a dit qu'elle ne s'amusait plus comme avant et qu'ils avaient de longs silences parce qu'ils n'avaient rien à se dire en commun. Cyril ne s'attendait pas à ça, il a donc été surpris. Il a essayé de la faire changer d'avis, mais en vain. J'ai essayé de le consoler, mais les jours suivants se sont avérés plutôt difficiles pour lui. Un jour, Axel m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle était vraiment triste. Je voulais répondre, mais je ne l'ai pas fait. Elle a envoyé un autre message. Elle voulait parler en face à face. Je ne pouvais pas faire quoi que ce soit dans le dos de Cyril. Je lui ai donc montré son message. Je n'irai pas la voir, ai-je dit. Cyril a réagi de manière inattendue. Il a eu de l'espoir. S'il te plaît, parle-lui, tu la convaincras peut-être de revenir vers moi, a-t-il dit. Je l'ai donc rencontrée. Elle était plus triste que je ne le pensais. Elle a dit qu'elle aimait Cyril, mais leur relation ne fonctionnait plus. Elle pleurait quand elle a dit ça. En l'écoutant parler, je me suis concentré sur ses lèvres, oubliant qu'elle parlait de Cyril.
Quand on a fini de parler, j'ai réalisé qu'Axel n'avait pas l'intention de retourner vers Cyril. J'ai aussi réalisé que j'étais plus amoureux d'elle que jamais. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis la rupture de Cyril et Axel. Axel et moi nous envoyions des SMS et nous nous retrouvions parfois. On parlait de plusieurs sujets et on ne parlait plus que rarement de Cyril. Si cela ne tenait qu'à moi, je la verrais tous les jours. Mais j'essayais de me contrôler. Quelques mois se sont écoulés comme ça. Elle était devenue mon obsession. Je ne pouvais plus dormir. Un matin, je me suis réveillé en criant « Assez !» Oui, c'en était assez. Je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai décidé de parler à Axel quoi qu'il arrive. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé la voir. Elle savait qu'il se passait quelque chose. Je t'apprécie depuis que je t'ai vu pour la première fois. En fait, c'est plus que ça. Je suis amoureux de toi, ai-je laissé échapper. Elle était choquée. Elle a levé le sourcil. J'adorais même la façon dont elle a fait ça. Tu t'entends? N'as-tu pas pensé à la peine que tu ferais à Cyril s'il savait que tu as dit ça? Je suis prêt à me disputer avec lui. Ça ne te montre pas à quel point mes sentiments sont forts, ai-je dit. Elle m'a regardé dans les yeux. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose, mais elle est partie. Cette nuit-là, je me suis senti si impuissant et j'ai pleuré. Quelques jours plus tard, Axel a voulu me revoir. J'allais aller la voir, mais j'avais peur. J'avais peur qu'elle l'ait dit à Cyril. Peut-être qu'ils allaient tous les deux me confronter. Mais elle était seule quand on s'est vu et elle m'a tout de suite pris dans ses bras. J'ai été très surpris. Je lui ai fait un câlin. Elle pleurait et sa lèvre tremblait. C'est vraiment dur pour nous d'avoir une relation normale. Cyril sera toujours entre nous. On doit être prudent à ce sujet, a-t-elle dit. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait de moi. Tu dois parler à Cyril. S'il dit qu'il est d'accord, alors on peut être ensemble, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas m'imaginer en parler à Cyril, mais c'était sa condition et j'allais devoir le faire d'une manière ou d'une autre. Au début, je n'ai pas trouvé le courage. Mais Axel a été très clair et je n'ai pas vraiment eu le choix. Je dois te parler de quelque chose d'important, ai-je dit à Cyril. Je lui ai parlé de mes sentiments pour Axel. Je lui ai dit que je me sentais mal, mais que je ne pouvais pas m'en empêcher. Et puis, je lui ai raconté de quoi Axel et moi avions parlé. Il était visiblement choqué. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu me demandes la permission ?» demanda-t-il. J'ai détourné le regard. Il a bondi. Il m'a traité d'ordure et m'a frappé. Je n'ai rien fait pour me défendre parce qu'il avait raison. Il est parti sans dire un mot de plus. Je ne me souciais pas de le perdre, ni même du coup de poing. Le problème, c'était la permission. Ça signifiait que la condition d'Axel n'était pas remplie. J'avais donc perdu mon meilleur ami ainsi que la fille dont j'étais amoureux. Le lendemain matin, j'ai eu un texto de Cyril en me réveillant. « Mec, Axel et moi n'étions pas heureux, mais peut-être que tu seras heureux avec elle. Suis ton cœur, a-t-il écrit. J'avais honte, mais j'étais aussi heureux. J'étais si fier de mon ami, mais aussi triste pour lui. J'ai vu Axel. Elle était très émue quand je lui ai montré le message. Elle m'a serré dans ses bras et a posé sa tête sur mon épaule. On n'en a pas reparlé pendant le reste de la journée. Je pensais que les jours à venir seraient comme un rêve, mais ce n'était pas le cas. J'ai commencé à ressentir des choses que je n'avais pas prévues. Par exemple, si nous nous tenions la main, j'imaginais soudain qu'elle tenait la main de Cyril, et je m'éloignais. Par exemple, quand Axel voulait aller quelque part, je lui demandais « Es-tu allé là-bas avec Cyril ?» Si elle disait quelque chose de romantique, je me disais « A-t-elle aussi dit cela à Cyril ?» Elle savait ce qui se passait. Elle n'arrêtait pas de me dire que Cyril était dans le passé maintenant. Mais je ne pouvais pas profiter de notre temps ensemble avec ces choses constamment en tête. Au fait, Cyril et moi traînions encore ensemble. On a essayé de faire comme si rien ne s'était passé, mais c'était différent. Pourtant, j'appréciais davantage notre amitié maintenant, car il m'avait montré qu'il plaçait mon bonheur avant le sien. Ma relation avec Axel était instable à cause de moi. J'étais si jaloux du passé qu'on ne pouvait pas vivre le moment présent. On a rompu à plusieurs reprises. Ça ne fonctionnait pas, avec ou sans elle. J'avais peur de la perdre, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Alex était une fille très intelligente. Elle a proposé une nouvelle condition pour résoudre notre problème. Je ne pense pas que tu devrais être ami avec Cyril. On ne peut pas avoir une relation saine comme ça sinon. S'il ne fait plus partie de ta vie, il ne sera plus entre nous, a-t-elle dit. Elle m'a donné un ultimatum et elle avait tous les droits de le faire. Je n'ai même pas eu à réfléchir à ma réponse. Je ne cesserai pas d'être ami avec Cyril. Si je dois choisir, alors je choisis mon ami.
Si j'étais toi, j'aurais fait la même chose. Tu as pris la bonne décision pour nous tous, m'a-t-elle dit, en me faisant un câlin. C'est la dernière fois qu'on s'est pris dans les bras, ou vu. Je ne pouvais pas dire à Cyril ce qui s'était passé, mais apparemment, Axel l'a fait. Je l'ai découvert dans le message de Cyril. Apparemment, tu ne peux pas aller là où ton cœur le voulait. Peut-être devrais-tu plutôt suivre tes pieds? Tu veux jouer à FIFA ce soir? Après ce que j'ai fait, je ne peux pas vraiment vous dire d'apprécier les bons amis que vous avez. Je vais donc terminer mon histoire par une citation. Salut les gars. Je ne peux pas vous dévoiler mon nom car je souffre d'un trouble psychique un peu gênant. C'est quelque chose que je ne contrôle pas et ma thérapie est toujours en cours. C'est pour ça que je ne veux pas révéler mon identité. Les gars, je suis une menteuse compulsive. Comme je disais, c'est un trouble psychique. Les docteurs appellent ça le mensonge pathologique. Ça veut dire que du point de vue médical, je suis malade. Je sais que c'est horrible, mais ma maladie, c'est le mensonge. Ça veut dire quoi ça du coup? Pourquoi est-ce même une maladie, mais surtout, ça se soigne? Pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer d'expliquer ça grâce à des exemples. Je vais aussi tout vous raconter sur mon plus gros mensonge. Quand c'est arrivé, mes parents ont découvert que je souffrais de ce trouble et j'ai commencé la thérapie. Normalement, les gens mentent quand ils en ont besoin. Tout le monde ment. Prenons un exemple très simple. T'es une gamine, tu joues au ballon avec ta petite sœur. Sans faire exprès, tu casses le vase préféré de ta maman. Ta maman se précipite hors de la cuisine en entendant ça. Elle est en colère et elle te demande « Qui a fait ça ?» Tu as peur d'être puni, alors tu dis que c'est ta sœur. Tu l'accuses, tu dis « C'est elle, en plus, je lui ai dit de ne pas jouer ici plein de fois, mais elle m'écoute jamais. » Que ta maman te croit ou pas, c'est autre chose. Mais ce qui compte dans cette situation, c'est qu'il y a une raison de mentir. Les menteurs pathologiques n'ont pas besoin de raison pour mentir. On raconte des mensonges, petits ou grands, sans raison. Le fait de mentir, ça fait partie de notre vie. Et puis, lorsqu'on ment autant, on en devient de vrais experts. On commence à créer des scénarios toujours de plus en plus élaborés. On joue alors à une espèce de jeu de persuasion. D'abord, on dit « Voyons voir le meilleur mensonge que je peux inventer ». On commence à se prendre au jeu. Je me demande si je peux les convaincre. Il y a un parc où j'emmène mon chien. Un jour, mon chien a commencé à se bagarrer avec un autre chien. Sa maîtresse devait avoir mon âge. Une fois que les chiens se sont calmés, on s'est assises et avons commencé à papoter. Alors qu'on parlait, je commençais à inventer un mensonge dans ma tête. Elle m'a demandé « Tu fais quoi en dehors des cours ?» J'ai dit « Je m'entraîne pour les Jeux Olympiques. » Elle a dit « Vraiment? Dans quel sport ?» Et j'ai commencé à lui raconter une histoire. Je fais de la natation depuis que je suis petite. Je n'aime pas vraiment ça, mais ma mère me pousse à faire du sport. Un jour, mon entraîneur a remarqué que j'étais beaucoup plus rapide que les autres enfants. Il leur a demandé de sortir de la piscine et m'a dit de faire 4 longueurs. Il m'a chronométré. Après mes longueurs, il était super heureux. Il n'arrêtait pas de répéter « C'est dingue, t'es incroyable !» Ce jour-là, on a découvert que j'avais un don exceptionnel pour la natation. Il m'a poussé à participer à des compétitions, mais je ne voulais pas devenir une nageuse professionnelle. Comme je disais plus tôt, le sport et l'idée de devenir nageuse professionnelle, ça ne me dit vraiment pas. La fille m'écoutait attentivement avec un air fasciné. Parfois, elle disait des trucs du genre « Oui, il y a des gens avec des talents cachés comme toi, ou tu devrais tenter ta chance. » Quand j'ai vu qu'elle y croyait, j'ai continué à en rajouter et j'ai carrément transformé mon mensonge en vrai scénario de film. Elle a demandé « Comment t'ont-ils convaincu de participer au JO ?» Il était temps de faire appel à mes talents de comédienne. « Papa !» Et je dis en sanglotant « Papa est décédé l'an dernier dans un accident de voiture et... » J'ai commencé à pleurer sans pouvoir terminer ma phrase. Elle a sorti un mouchoir de sa poche et me l'a tendu. « Tu n'as pas à me raconter ça. Je suis désolée, » elle m'a dit. J'ai essuyé mes larmes et j'ai dit « Non, tu n'y es pour rien. Ça me fait du bien d'en parler. » Et j'ai continué. Mon père était toujours très content d'assister à mes entraînements. Il me disait toujours « Je suis fière de toi ». Il me prenait dans ses bras. Mais je n'avais rien fait pour qu'il soit vraiment fier de moi. Si j'avais gagné un prix dans une compétition, je sais qu'il aurait été si content. Mais je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que je vais participer aux Jeux Olympiques. Battre le record du monde et dire aux caméras « C'est un cadeau pour mon papa ». Ma nouvelle amie s'est mise à pleurer.
Je suis surtout forte en nage de courte distance. Je bats les records du monde de nage libre de 50 et 100 mètres juste en m'entraînant. Je vais offrir à mon père non pas 1, mais 2 records. Je m'entraîne 8 heures par jour. Mon but est de dépasser de loin les records actuels pour que personne ne puisse me battre avant longtemps. Et alors mon succès me rendra digne de la fierté de mon père. Je sais qu'il me regarde depuis là-haut. Tu ne peux pas savoir comme j'ai hâte d'enfin le rendre fier. On s'est prise dans les bras et on a pleuré, c'était incroyable. J'avais déjà raconté des milliers de mensonges, mais aucun n'avait été aussi efficace que celui-ci. Je me sentais comme un général après une grande victoire. Je m'admirais de plus en plus à chaque fois que je me répétais cette histoire. Mais même quand on a ce trouble, on sait qu'on fait quelque chose de mal. Du coup, tu dois faire très attention. Donc, par exemple, je ne raconte jamais de gros mensonges à mes amis ou à ma famille. Vu que c'est simple pour eux de s'en rendre compte, et j'aurais du mal à les convaincre. Mais comme je l'ai démontré, c'est facile de convaincre une personne qu'on vient de rencontrer ou quelqu'un qu'on ne reverra jamais de n'importe quoi. Un jour, je n'ai pas suivi cette règle, de ne pas mentir à mes proches. C'est comme ça que mes parents ont découvert ma maladie. Maintenant, je vais te raconter ce mensonge. Un week-end, je me rendais à l'anniversaire d'une amie qui habitait dans un autre quartier, à l'autre bout de la ville. En regardant l'itinéraire sur mon portable, j'ai heurté un homme. Il était grand, chauve et il avait une barbe. Il m'a regardé de haut en bas. Je me suis excusée et je suis partie. Quand j'ai regardé derrière moi, j'ai remarqué qu'il me suivait. Ou en tout cas, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'il tourne à un coin de rue. J'imagine que c'était une simple coïncidence. Alors que je m'approchais de chez mon ami, j'ai soudain eu une idée. Qu'est-ce qui arriverait si je mentais à mes amis proches une seule fois et à propos d'un homme que je ne reverrais jamais? Ça pourrait rendre la fête inoubliable pour mes amis et moi. C'était mon idée. C'est ce que j'imaginais. Sur ce, j'ai commencé à mettre en scène ce mensonge. J'ai éteint mon portable et je l'ai jeté dans une poubelle avec mon sac. Comme ça, j'aurais aussi un nouveau portable. Une fois arrivée chez mon ami, je pouvais à peine respirer et je pleurais. Quand je suis entrée, tout le monde m'a encerclée, oubliant la soirée. Sans aucune gêne, j'ai raconté mon mensonge. Je marchais en regardant le GPS sur mon portable. Tout à coup, un homme a surgi de nulle part et se tenait devant moi. Il m'a dit de lui donner mon portable et mon sac. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'avait arraché mon sac. Quand je lui ai donné mon portable, il m'a attrapé le poignet et m'a demandé quel âge j'avais. J'ai commencé à pleurer de fou. Il a commencé à me tirer vers lui. Là, une femme a crié depuis une des fenêtres d'un des appartements. « Lâchez-la, j'appelle la police !» Et il a flippé. Alors j'ai commencé à courir sans regarder en arrière. Cette femme m'a sauvé la vie. Mais j'ai perdu mon téléphone et mon sac. Mon but, c'était d'attirer leur attention. Et ensuite, de profiter de la fête. Mais ça s'est passé très différemment. Je n'étais pas au courant de ça, mais le père de mon ami était policier. Il est rentré dès qu'il a appris ce qui s'était passé. Il s'est excusé plusieurs fois. Il m'a dit que c'était impardonnable qu'une invitée ait dû vivre une chose pareille. On est allés ensemble au commissariat. Ils ont pris ma déposition. Puis, un artiste a dessiné un portrait robot à partir de ma description. Je regrette de ne pas avoir décrit quelqu'un d'autre. Comme une idiote, j'ai décrit l'homme chauve que j'avais croisé dans la rue. Une semaine après, le père de mon ami m'a accompagnée avec mes parents au commissariat. Ils l'avaient attrapé. Ils nous ont conduits dans une salle. On pouvait voir l'homme à travers un miroir sans teint. « Est-ce que c'est cet homme ?» m'ont-ils demandé. Ouais, c'était vraiment le même type. Ils m'ont dit qu'il était sorti de prison l'an dernier et qu'il avait des crimes similaires dans son casier. Qu'il n'avait rien fait depuis sa sortie de prison, mais que ces types n'apprennent jamais. Apparemment, il était retombé dans le crime. Les policiers étaient sûrs d'avoir arrêté le bon type. Ma présence n'était qu'une formalité pour eux. Je tremblais de peur. Je n'avais jamais imaginé que ça puisse aller aussi loin. Je ne savais pas quoi faire. Si je disais oui, c'est lui, j'envoyais un homme innocent en prison. Je l'avais si bien décrit qu'il ressemblait exactement à son portrait robot. Tellement que je ne pouvais pas dire non, ce n'est pas lui. Je me suis mise à pleurer. Ma mère m'a prise dans ses bras, j'avais du mal à parler, je bégayais, j'ai menti, j'ai encore menti. Tout le monde dans la salle était sous le choc. Je leur ai avoué que j'avais menti, j'étais comme en transe. Je ne crois pas que je puisse avoir aussi honte à nouveau de toute ma vie. Une fois rentrée,
Mes parents étaient tellement tristes. Leur fille unique était une menteuse. Mais ils n'étaient pas en colère parce qu'ils savaient que c'était sans malice. Non, ils étaient juste vraiment tristes. Ils m'ont pris un rendez-vous avec un psychiatre. Pendant ma première séance, j'ai essayé d'être honnête. Puis le docteur nous a expliqué le genre de traitement à suivre. Ça allait être compliqué parce qu'il fallait à la fois prendre des médicaments et suivre une thérapie. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Apparemment, le succès de ce traitement dépend de ma volonté. Je veux vraiment guérir de ce trouble et je suis déterminée à tout faire pour réussir, quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir écoutée. Si tu veux raconter ton histoire, envoie-la à l'adresse email postée dans la description. Salut!